4300 km de long sur 200 dans sa plus grande largeur, le Chili déroule un interminable cordon de terre qui borde la moitié de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Une partie de l'Antarctique, mais aussi l'île de Pâques appartiennent au Chili, un pays qui décline tous les genres géographiques et tous les climats. Longiligne, le Chili est coincé sur toute sa longueur entre le Pacifique et la cordillère des Andes. La cordillère sépare le Chili de l'Argentine et de la Bolivie. Elle est dominée par des sommets dont certains taquinent les 7000 mètres. Avant l'arrivée des Incas puis des Espagnols, l'immense territoire chilien était occupé par de nombreuses tribus d'Indiens nomades. La principale communauté, les Mapuches, fut la seule à résister à l'invasion des conquistadors. Si le portugais Magellan aborda le premier le sud du Chili en 1520, il fallut attendre 1540 pour que l'Espagnol Pedro de Valdivia amorce vraiment la colonisation. « Cette terre ne peut avoir d'égal dans le monde », écrivit un jour Valdivia, fasciné par la diversité d'une nature qui représente, aujourd'hui encore, le vrai trésor inestimable du Chili. Au centre du pays, Santiago, la capitale fondée par les Espagnols en 1541, abrite un tiers des 16 millions de Chiliens. Protégée par les reliefs embrumés de la cordillère, Santiago est une vaste métropole sans cesse en expansion. Elle est traversée d'est en ouest par les 18 km de l'Alameda, l'avenue qui relie les principaux centres actifs de la ville, où les immeubles modernes ont laissé peu de place aux constructions coloniales. Les réalisations modernes se sont immiscées partout, même au cœur du Santiago colonial, le lieu de rencontre de la ville, la place d'Armes. La place a été pendant des décennies le théâtre de toutes les manifestations politiques et sociales. La cathédrale date de 1789, elle est la 5e à avoir été construite ici. À 2 pas de la place d'Armes, le palais de la Cancilleria abrite le ministère des Affaires étrangères. Mais le plus célèbre bâtiment à vocation politique est le palais de la Moneda. Hôtel des monnaies à l'origine, d'où son nom, il sert de résidence au président chilien depuis 1846. Le planétarium, résolument moderne, voisine avec une construction de 1817, la gare centrale. Édifiée selon des plans tracés par les ateliers français Schneider-Creusot, elle est classée monument historique. Une autre structure métallique, fabriquée en Angleterre et montée ici en 1868, est un ancien hall d'exposition. Il abrite désormais le marché central de Santiago. 2 grandes spécialités, les fruits de mer et les poissons. Mais on y trouve aussi, bien entendu, tous les produits du terroir. Charcuterie, fruits, légumes et épices attirent par le mélange de leurs odeurs, font tourner l'économie locale et parfois font aussi tourner les têtes. Sur l'Alameda se dresse l'un des monuments les plus emblématiques de la ville, l'église San Francisco, bâtie au XVIIe siècle. C'est ici que Valdivia édifia la première chapelle du Chili. La colline Saint-Christophe, autre haut lieu de la religion, domine de ses 440 mètres l'ensemble de Santiago. Le Rio Mapocho borde le Parque Forestal. Ce vaste jardin a été dessiné au début du XXe siècle par le paysagiste français Georges Dubois. La variété des statues disposées autour du Palais des Beaux-Arts illustre les nombreuses influences auxquelles est soumise la capitale. Et les animaux sortis de l'imagination des sculpteurs en côtoient d'autres plus traditionnels. D'ailleurs, au Chili, la tradition n'est jamais loin.
Au sud de Santiago, la vallée centrale, la région la plus fertile du pays, aligne les importants domaines viticoles qui ont fait la réputation des vins chiliens. La plus grande part des 500 millions de litres produits chaque année au Chili sont destinés à l'exportation. Entre Santiago et la frontière du Pérou, 2000 km de terre se répartissent entre 3 zones. Au nord, une zone désertique, le Grand Nord. Au centre, une région semi-aride, le Petit Nord. Et à proximité de la capitale, une zone fertile. Prendre la direction du nord, c'est prendre la direction d'une ville au nom mythique, Valparaíso. À 120 km de Santiago, Valparaíso est le premier port du Chili. Il fut jusqu'en 1914, année de l'ouverture du canal de Panama, la principale étape des navigateurs qui doublaient le Cap Horn. Il est toujours l'une des principales voies d'accès pour les marchandises entrant ou sortant du pays. Valparaíso, le Val du Paradis, est également la première ville fondée par les Espagnols. Elle est répartie sur 42 collines, dont une quinzaine sont escaladées par des funiculaires, en service depuis le début du XXe siècle. Avec son amoncellement de collines, Valparaíso rappelle un peu San Francisco. Ici, comme dans la métropole californienne, les architectes ont laissé libre cours à leur imagination et les plus belles demeures coloniales sont également d'inspiration victorienne. Plus récente, une des 4 demeures conçues par Pablo Neruda, le plus célèbre poète et écrivain chilien. Plusieurs fois dévastée par des tremblements de terre, Valparaíso fut aussi victime de son tempérament. Souvent rebelles aux autorités, ses habitants ont parfois pris les armes pour résister à l'oppresseur. Ils entretiennent le charme un peu désuet d'une ville à la fois turbulente et marquée par la nostalgie. En remontant la côte vers le nord, on finit par atteindre le désert d'Atacama. L'absence totale de précipitations en fait l'une des zones les plus arides de la planète. Elle recèle de fabuleuses richesses minérales. Calama, terre de soleil et de cuivre, la dernière agglomération avant de pénétrer au cœur du désert d'Atacama. La petite bourgade est en grande partie composée de constructions provisoires occupées par les familles des travailleurs de la mine. En effet, Calama ne vit que par et pour la mine de Chuquicamata, qui fournit du travail à près de 20 000 personnes. Chuquicamata, c'est le royaume de la démesure. Des engins à l'échelle de titans sont mis au service d'une exploitation minière hors norme. Mais ici, ni la démesure, ni les chiffres n'impressionnent quiconque. La mine de cuivre à ciel ouvert de Chuquicamata est la plus grande du monde, avec un site principal de 4 km de long sur 3 de large et profond de 780 mètres. Le gisement est exploité depuis plus de 80 ans et on prévoit de l'exploiter encore pendant 25 ans. Le cuivre est une des productions, et même la production la plus importante pour l'économie de notre pays. Oui, les richesses naturelles, parfois, sont à la mesure des difficultés à surmonter pour y accéder.
Sur plus de 1000 km, le désert d'Atacama étend son emprise en laissant peu de place à la vie. Seuls quelques oasis autorisent l'existence de rares villages. Chiuchiu, à 30 km au nord de Calama, est l'un des plus caractéristiques, avec son église, datée de 1675, la plus vieille du pays. L'eau est denrée très rare dans cette région et par conséquent, les cultures sont très limitées. À Lazana, les terres agricoles sont protégées par une pucara, une forteresse indienne bâtie entre les Xe et XIIe siècles. Plus proche des reliefs de la cordillère, c'est à 3000 mètres d'altitude que s'accroche Caspana, un autre village oasis avec des cultures en terrasse. Plus à l'est, la piste mène au cœur de la cordillère, près des volcans au sommet toujours enneigé. C'est le domaine des Vigognes, les cousines du lama. Elles ne craignent pas l'altitude, et c'est à 4300 mètres qu'elles veillent dès le lever du jour sur le site d'El Tatio. Au petit matin, quand l'air est encore froid, les fumerolles des geysers composent des scènes improbables. Les eaux chaudes sous pression jaillissent des entrailles de la terre. Le mélange de l'eau, du soufre, de la terre et de la végétation crée des décors venus d'ailleurs. Dominé par le volcan de l'Inca, San Pedro de Atacama, à 100 km au nord de Calama, est un village oasis de 2000 habitants. Jadis occupé par les Incas, puis par les Espagnols, San Pedro est situé au milieu du désert d'Atacama. C'est le point de départ incontournable pour explorer quelques-uns des sites les plus étonnants du Grand Nord chilien. À la sortie de San Pedro, la cordillère de sel propose une palette insolite de concrétions rocheuses. Quand le sable, les terres colorées et le sel se mélangent, le décor se transforme au gré des assauts répétés du vent. La Pucara de Quitor est la plus imposante et la plus belle forteresse indienne du pays. Bâtie au XIIe siècle, elle a été entièrement restaurée en 1981. Mais ni la forteresse ni la grandeur du paysage n'impressionnent la faune locale, qui préfère lézarder au soleil et vaquer à ses occupations quotidiennes. Même le vent qui emporte la poussière en tourbillon laisse les lamas indifférents. Le désert d'Atacama est longé à l'est par une impressionnante suite de volcans qui culminent en moyenne à 6000 mètres d'altitude. L'un des plus fiers est le Miscanti, dont la parure de neige alimente en eau un lac d'une pureté absolue. Les volcans rendent le sol fertile et contribuent donc à la survie des hommes dans une région hostile. Les volcans fournissent également la matière première pour la construction des maisons et des églises. Le clocher est séparé du bâtiment principal pour ne pas s'écrouler sur les fidèles en cas de tremblement de terre. La vallée de la Lune. À 10 km de San Pedro, cette cuvette porte bien son nom. D'étranges formations rocheuses résultent de l'action conjuguée du vent et du sable. Selon la lumière, les pics, les crêtes et les dunes adoptent des apparences sans cesse changeantes.
Sur près de 3000 km², le cœur du désert est occupé par le salar de Atacama. Cette gigantesque saline étale une infinie variété de reliefs et de couleurs. Le sel, incrusté dans le sol, forme une croûte épaisse, parsemée de lagunes. Une colonie de flamants roses a élu domicile dans la plus grande d'entre elles, la lagune Chakra, devenue réserve protégée. Omniprésent dans cette partie du désert, le sel est l'une des plus importantes ressources du nord du Chili. Les mines ici produisent le sel à ciel ouvert, à proximité immédiate de la côte. Coincé entre de gigantesques dunes de sable qui glissent jusqu'au rivage et un océan souvent déchaîné, la région d'Iquique a été marquée par une grande bataille navale qui vit en 1879 la défaite de la flotte péruvienne. Aujourd'hui, l'apport de l'océan est tout à fait pacifique et fait d'Iquique le premier port de pêche du Chili. Grands amateurs de poissons, c'est avec une certaine inquiétude que les pélicans observent les cadences de production des pêcheurs d'Iquique. Depuis qu'elle a été décrétée zone franche, Iquique connaît sa seconde période d'expansion. La première avait permis de bâtir sur la place centrale un somptueux théâtre et plusieurs palais. Cela se passait dans les années 1890, l'âge d'or du salpêtre, dont les gisements firent la richesse de la région. Le salpêtre chilien servait à la confection d'explosifs et à la fabrication d'engrais. Les mines de salpêtre furent progressivement abandonnées en raison de la découverte de produits de synthèse. Et la récession des années 1930 scella leur destin. Résultat, des dizaines de villes fantômes jalonnent le désert, comme Humberstone. Plus de 5000 personnes vivaient ici au début du XXe siècle. La sécheresse exceptionnelle du désert d'Atacama a permis la conservation d'un trésor archéologique de premier plan, les Pintados. Plus de 400 dessins rupestres ou pétroglyphes parsèment les collines de la région. Leur origine est des plus mystérieuses. Le plus fameux mesure 90 mètres. C'est le géant d'Atacama. L'extrême nord du Chili a toujours été une zone importante sur le plan stratégique. Ce territoire appartenait jadis au Pérou et à la Bolivie et n'est devenu chilien qu'à la fin du XIXe siècle, après un conflit de 4 ans connu sous le nom de Guerre du Pacifique. Fondée en 1546, Arica est l'une des villes les plus anciennes du Chili, même si elle appartenait au Pérou jusqu'en 1883. L'influence du pays voisin y est toujours bien visible.
L'église San Marco est une construction française, conçue dans les ateliers de Gustave Eiffel, qui signèrent également le bâtiment des douanes, aujourd'hui maison de la culture. Pour rallier les premiers contreforts de la cordillère, le train emprunte une verte vallée irriguée par le fleuve Utah. Tracée entre deux murailles de sable, cette vallée est le jardin d'Arica. Elle alimente en fruits et en légumes la région tout entière. La vallée est aussi propice à l'élevage, sous différentes formes. Entre les traditionnels enclos à vaches et les immenses poulaillers, se pratique l'élevage d'une espèce bien plus locale, l'alpaga. Cet animal proche du lama donne une laine très prisée des fabricants de vêtements. Plus on monte dans la cordillère, plus rares se font les villages. Poutré est habité par des Indiens Aymaras, un groupe ethnique très important au Pérou et en Bolivie. Le village existait déjà avant l'arrivée des Espagnols. Il servait d'étape sur la route qu'empruntait le minerai d'argent entre les mines de Potosí, en Bolivie, et Arica. Au-dessus de Poutré, à partir de 4500 mètres d'altitude, on pénètre dans le parc Loca. Dominé par le volcan Parinacota et son jumeau, le Pomérapé, le plus renommé des parcs nationaux chiliens abrite une faune exceptionnelle. Le lama y côtoie tous ses proches parents, l'alpaga, la vigogne et le guanaco. On a dénombré dans le parc pas moins de 130 espèces d'oiseaux. Parinacota, l'endroit des flamands en indien aymara, c'est le nom du plus haut volcan du parc, 6300 mètres, mais également celui de l'unique village. Ressource principale des rares habitants, la confection de vêtements en laine d'alpaga. Les contours tourmentés des lagunes de Cotacotani annoncent un des plus fameux lacs d'Amérique latine, le lac Chungara. À 4500 mètres d'altitude, c'est l'un des lacs les plus élevés du globe, avec le lac Titicaca au Pérou. Cerné par 6 volcans, le site a été classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. Dans le cadre grandiose de la cordillère, le lac Chungara est symbole de beauté pure et d'émotion.
Dans le sud du Chili, on distingue 3 régions. La vallée centrale qui s'achève au sud de Santiago, la région des lacs autour de Puerto Montt et la Patagonie avec ses conditions extrêmes. Partout, la cordillère domine. Surplombée par les volcans Calbuco et Osorno, qui culminent à 2600 mètres, la petite ville de Puerto Montt est l'agglomération principale de la région des lacs. Important centre de pêche, peuplé essentiellement de descendants d'immigrants allemands, c'est le point de départ idéal pour parcourir une côte très découpée, ponctuée de fjords et d'îles de toute taille. La plus importante et la plus envoûtante des îles, Chiloé. 200 km de long sur 50 de large, Chiloé occupe une place à part au Chili par son isolement, son histoire et sa culture. Verte, car copieusement arrosée toute l'année, l'île utilise largement ses ressources naturelles comme le bois. Les maisons de bois multicolores de Chiloé sont connues dans tout le pays. Mais le bois a servi également à la construction de nombreux édifices religieux réalisés par les jésuites. L'île compte plus d'une centaine d'églises. Religion et croyances mystérieuses cohabitent depuis des siècles à Chiloé, l'île aux légendes. 2 personnages mythiques émergent. Le Trauco, qui hante les forêts, est un vilain personnage qui séduit les femmes. Il permet d'expliquer les grossesses non désirées. Une jolie blonde, la Pincoya, virevolte sur le rivage pour indiquer aux marins pêcheurs et aux ramasseurs de coquillages les meilleurs sites. Car la pêche en mer est la principale activité de Chiloé. Le point de départ des embarcations, le port d'Ancud, l'une des 2 principales agglomérations de l'île. Une autre activité liée à la mer, le ramassage des algues, destiné aux fabricants japonais de cosmétiques et aussi à garnir les assiettes des chilotes. On retrouve les algues sur le marché d'Ancud, au milieu des autres produits locaux. Aujourd'hui petit bourg tranquille, Ancud fut jadis une étape importante sur la route du Cap Horn. C'est la raison pour laquelle elle fut dotée de solides fortifications. Une des caractéristiques de Castro, la 2e ville de Chiloé, les palafitos, ces maisons de bois multicolores montées sur pilotis. Naguère, les pêcheurs y amarraient directement leurs barques à l'heure de la marée. Fondée au XVIe siècle, Castro fut longtemps victime des attaques de pirates. Résultat, peu de vestiges du passé. La place centrale est dominée par une cathédrale hors norme. Elle est de couleur orange et mauve et faite entièrement de tôle. Un style inconnu jusqu'ici. Autre point de repère de Castro, le marché artisanal, avec les produits des activités qui ont fait la renommée de l'île, principalement le tissage et la vannerie. Les objets liés aux mythes et aux légendes perpétuent l'image d'une île nimbée de mystère.
Au sud de Chiloé, on pénètre un territoire aux conditions extrêmes qui englobe également tout le sud de l'Argentine, la Patagonie. Côté chilien, 2 provinces la composent, l'Aysén et les Magallanes. Et toujours, la cordillère veille. Dominé par le mont Castillo et ses 2700 mètres, le cœur de l'Aysén est une vaste région de montagnes, de fjords et de glaciers. Les montagnes de la cordillère occupent tout l'espace, à l'exception de quelques vallées reboisées. Reboisées car dans les années 1930, plus de 3 millions d'hectares de forêt ont été réduits en cendres par les colons qui voulaient livrer cet espace aux moutons. La route australe est une piste qui serpente au milieu de l'Aysén. Partiellement achevée en 1988, elle a permis le désenclavement de quelques hameaux de la région. Ici, on élève des moutons, bien sûr, mais aussi des bovins sur les superficies les plus planes. À la fois fascinant et hostile, le nord de la Patagonie ne fut habité avant l'arrivée des conquistadors que par les Indiens Tehuelches et Alacalufes. Les Espagnols organisèrent quelques expéditions juste pour vérifier que les Anglais ne s'y étaient pas établis. Puis, il fallut attendre 1831 pour que Charles Darwin dresse les premières cartes de la contrée et le début des années 1900 pour voir débarquer les premiers colons. Un des sites les plus fameux de l'Aysén, le lac Général Carrera. Il est le 2e plus grand lac d'Amérique du Sud, après l'éternel lac Titicaca. D'ailleurs, il se prolonge jusqu'en Argentine. La région est le domaine des chevaux et des gauchos. Sur la rive du lac, un seul village, Puerto Guadal. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les conditions climatiques sont telles qu'il est rare de voir les gens déambuler à l'extérieur. Ils préfèrent se calfeutrer chez eux quand ils n'ont pas à sortir pour travailler. Depuis le passage de la route australe, les conditions de vie ont quelque peu évolué, mais les traditions demeurent. La technique de la boulangère n'a pas changé depuis longtemps. En ce moment, je prépare juste le pain du matin. Mais quand il y a des visiteurs, je dois fabriquer environ 20 kilos de pain par jour. Mais les visiteurs sont plutôt rares. Pour venir jusqu'ici, il faut avoir été grisé par le parfum de l'aventure et être à la recherche des valeurs traditionnelles, simples et belles. Des valeurs que l'on trouve encore dissimulées derrière les paysages de l'Aysén. L'extrême sud du Chili est fait d'un labyrinthe d'îles et de fjords aux eaux glacées, de la pampa patagonienne balayée par des vents redoutables, et aussi de quelques-uns des lieux les plus mythiques du continent. La route du bout du monde s'achève avec les vagues déchaînées du détroit de Magellan. Au-delà, c'est la terre de feu. Ici, les vents sont d'une incroyable violence et le froid est si pénétrant que même les manchots dits de Magellan apprécient les abris. Ils sont pourtant dotés d'un plumage isolant, constitué de 3 épaisseurs de plumes et d'une importante couche de graisse sous la peau. S'ils s'installent régulièrement sur ces côtes battues par les vents, c'est uniquement pour se reproduire, à l'abri des regards indiscrets. Le climat extrême fixe les conditions de vie des animaux et des hommes. Les épaves sont nombreuses dans le détroit. Le Cap Horn et la fameuse zone des 50e rugissants sont tout proches.
Les bateaux de pêche semblent, eux, se reposer de leur dernière sortie en attendant leur équipage. Un des plus grands navigateurs a donné son nom au détroit et à l'ensemble de la province, c'est Magellan, découvreur du Chili en 1520. Son fragile voilier orne la statue qui lui est dédiée au milieu de la place d'armes de Punta Arenas, la principale localité de la région. Fondée en 1848, la ville connut un développement spectaculaire au début du XXe siècle. José Menéndez, un immigrant espagnol, fut l'un des principaux instigateurs de l'élevage des moutons. Il possédait plusieurs millions d'hectares dédiés à cette activité. Les nombreux palais qui ornent le centre de Punta Arenas datent de cette époque florissante. Ils appartiennent au même titre que la cueca, vieille danse traditionnelle, à l'histoire locale. La partie centrale de la province des Magallanes est occupée par une vaste plaine quasiment plate, la Pampa patagonienne. Une steppe où les moutons et les chevaux sont chez eux. Les habitations ici sont rares. Comme les estancias, les fermes, elles ont été conçues pour résister aux rigueurs du climat. En Patagonie, la légende veut que l'on ait droit aux 4 saisons en une même journée. Mais les conditions les plus rudes sont aussi les plus fréquentes. On en fait l'expérience toute l'année dans le petit port de Puerto Natales. Ancien centre d'exportation de laine et de viande, ce bourg d'apparence paisible avec ses maisons colorées a appris à vivre avec les vents les plus puissants. Puerto Natales est un point de départ naturel pour se diriger vers la cordillère. Les hauts plateaux, à une altitude avoisinant les 1000 mètres, sont consacrés à l'élevage des moutons, la spécialité des gauchos. C'est surtout la laine et la viande, voilà notre boulot. La laine se vend, la viande se vend. Nous, notre travail, on ne l'a pas appris, on le connaît, c'est tout. Mon fils, lui, a fait des études en Uruguay. Il a appris le travail de la laine et l'hydrométrie. Moi, je sais exactement quand il faut s'occuper des bêtes. Ici, j'ai 3200 brebis, prêtes pour la reproduction. Cela me donne des agneaux et de la laine en décembre. Mais les hauts plateaux n'ont pas toujours été habités que par des animaux ordinaires. Au bout de la route, une surprise. Derrière d'énormes blocs de pierre, au fond d'une grotte, on découvrit en 1895 les restes d'un mylodon. Haut de 3 mètres, cet animal vieux de 10 000 ans fascina les scientifiques. Des expéditions furent même organisées pour trouver un mylodon vivant, mais sans succès. La route mène au parc national Torres del Paine. La faune y vit dans des conditions climatiques très dures, au milieu d'un décor parmi les plus redoutables du continent. Classé réserve de la biosphère, le parc s'étale sur différentes altitudes, allant du niveau de la mer à 3000 mètres. Ce qui explique l'existence d'une flore très particulière. Exemple, le ñare, l'arbre symbole de la Patagonie. Lorsqu'elle est d'une pureté parfaite, la glace rayonne d'une couleur bleue. D'énormes blocs de glace se détachent l'été des glaciers pour venir s'échouer sur le sable noir qui borde les lacs
ou parfois plongés dans l'océan, dans un étonnant chaos de couleurs et de formes. Seuls le guanaco et quelques autres mammifères habitent cette nature primaire. Sociable et curieux, cet autre cousin du lama vit en troupeau, parfois un peu turbulent. Une des raisons peut-être, les femelles y sont bien plus nombreuses que les mâles. Le guanaco partage son territoire avec le nandou, le plus gros oiseau du continent américain, incapable de voler, mais, comme l'autruche, meilleur à la course que la plupart des autres animaux. Moins d'1 habitant au kilomètre carré, des conditions climatiques extrêmes, la Patagonie chilienne est l'un des territoires les plus inhospitaliers de la Terre. Mais c'est l'un des seuls où l'on respire encore le vrai parfum de l'aventure. À 3700 km des côtes chiliennes et 4000 de la Polynésie française, l'île de Pâques est la terre la plus isolée de la planète. 23 km de long et 12 de large, Rapa Nui, le nom traditionnel de l'île, forme un triangle avec un volcan éteint à chaque angle. Elle est rattachée au Chili depuis 1888. Une île étrange, d'origine volcanique, composée d'un vaste plateau vallonné et aride. Son peuplement daterait de 400 ans après Jésus-Christ et serait d'origine polynésienne. Certaines habitations retrouvées sont la marque d'une société féodale datée du XIIe siècle. À cette époque, les Pasquans vénéraient de nombreux dieux, parmi lesquels Makemake, créateur de la terre et du soleil. Ils disposaient d'un mode d'écriture sur tablette de bois, resté indécryptable. L'île fut découverte en avril 1722, le jour de Pâques, d'où son nom, par l'amiral hollandais Roggeveen. D'autres navigateurs européens y firent escale de manière pacifique. Par la suite, aventuriers et esclavagistes provoquèrent massacres et déportations qui réduisirent la population à une centaine d'habitants à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'origine polynésienne des Pasquans ne fait guère de doute, tant d'un point de vue morphologique que culturel. C'est à Hangaroa, l'unique agglomération de l'île, que sont rassemblés aujourd'hui la plupart des habitants de l'île de Pâques. Ils ne sont que 3000. Leur principale ressource, en dehors du tourisme, la pêche. La vie du petit bourg se déroule paisible autour de quelques points de repère. La baie, la rue principale, l'église catholique et la visite au marché municipal. Tourisme oblige, les produits artisanaux sont nombreux, dédiés pour la plupart aux divinités anciennes et aux personnages les plus célèbres de l'île, les Moai. Les premiers voyageurs qui découvrirent l'île de Pâques restèrent fascinés par ces statues géantes au visage énigmatique, dont 800 exemplaires subsistent. On sait désormais qu'elles ont été taillées entre les XIIe et XVIIe siècles, au centre de l'île, sur le flanc du volcan Ranuraraku. Le vrai mystère de l'île de Pâques réside dans le moyen de déplacement de ces colosses dont la taille pouvait atteindre 20 mètres. Étaient-ils dressés verticalement, puis tirés à l'aide de cordes en les faisant pivoter sur leur base, ou déplacés couchés à l'horizontale sur des rondins? Les nombreux moai brisés autour du site témoignent en tout cas de la difficulté de la tâche. Personne n'a encore pu expliquer pourquoi un des moai a été sculpté agenouillé. Haut de 4 mètres, c'est le seul à adopter cette position. Il fait partie des 70 sentinelles de pierre qui montent la garde sur les flancs extérieurs du cratère.
À l'intérieur, une vingtaine d'autres Moai attendent, patiemment, depuis des siècles, d'être emmenés sur le site auquel ils étaient destinés. À proximité du Rano Raraku, le rivage qui annonce la péninsule de Poike aligne l'un des plus beaux groupes de Moai de l'île, tournant le dos à l'océan. Sur le site de Tongariki, ils sont 15, tous de tailles différentes. Les Moai étaient des divinités protectrices, chacun étant la représentation d'un ancêtre. Tournés vers l'entrée du village, ils étaient installés sur des aou, des plateformes monumentales faites de pierres polies et assemblées sans mortier. Chaque Moai avait des yeux sculptés dans le corail et dans l'obsidienne. Le Moai portait aussi un couvre-chef, le pukao, en pierre volcanique rouge. Le fournisseur de chapeaux, le volcan Punapao, aux abords duquel les Pasquans taillaient les pukao. Une vingtaine de ces couvre-chefs pour géants sont encore dispersés à proximité du cratère. La petite crique d'Ovae et sa falaise percée de grottes rappellent que l'île de Pâques est un véritable gruyère. Les nombreuses fractures du sol ont souvent servi de refuge à la population lors des sanglantes guerres tribales ou encore lors des combats contre les envahisseurs extérieurs. Le site d'Aou Akivi aligne 7 Moai. Il est unique en son genre, car ces Moai sont les seuls à être dressés à l'intérieur des terres et à regarder en direction de l'océan. Peut-être parce que le village auquel ils appartenaient était installé sur le rivage. Anakena est la seule vraie plage de l'île. Ici aussi veillent 7 Moai. D'après la légende, c'est sur cette côte que débarqua au XIIe siècle Oyumatua, fondateur de la civilisation pasquane et premier souverain de l'île. Ce site sacré était chaque année le théâtre d'une grande cérémonie. Ranokao, le volcan le plus spectaculaire de l'île. Profondeur du cratère, 200 mètres. Sur le versant du volcan qui domine la mer et 3 îlots, le site d'Orongo rassemble quelques maisons de pierre, vestiges d'un ancien village. En surplomb, une plateforme sacrée est décorée de pétroglyphes suggérant de mystérieuses divinités. Les traditions religieuses et la culture pasquane comporteront longtemps encore de multiples énigmes, de multiples facettes. Lourd à la fois de fierté, de reproche et de solitude, figés pour l'éternité, les regards des Moai semblent dirigés vers le pays où s'imbriquent désert, montagnes, glace et feu. Mais en réalité, ils portent leur mystère bien au-delà de la cordillère.